Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Relèvement de l'âge des véhicules, une mesure polémique pour certains acteurs. Le seuil de 10 ans demeure insuffisant pour avoir un impact réel sur le marché et le prix des véhicules. Pour d'autres, ses conséquences sur la fluidité du trafic et sur l'environnement seront dévastatrices. Le Front pour la défense de la liberté de la presse porté sur les fonds baptismaux. Les professionnels du secteur scellent l'union sacrée pour dénoncer tout acte de nature à mépriser la profession ou à en bafouer ses droits fondamentaux. Préparation de la CAN 2026, publication de la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs des Lions. Ils sont au total 26 joueurs. Le Sénégal affrontera d'abord le Brésil avant de croiser le Kenya le 18 novembre prochain. Enfin, victoire du Sénégal face au Costa Rica pour son deuxième match de la Coupe du Monde U17. La Coupe du Monde U17 qui se tient présentement au Qatar. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'affaire Prodac et Pape Malick Ndour placé en garde à vue après son interpellation à son domicile par la division des investigations criminelles. Le coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République est poursuivi pour association de malfaiteurs, complicité de détournement de deniers publics. L'ancien coordonnateur du Prodac sera présenté demain, vendredi, au juge d'instruction du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Son arrestation intervient à la suite de l'inculpation de Mamina Dafé dans le cadre de la même affaire. On n'a jamais vu une dette cachée de cette importance en Afrique. Ce sont les mots d'Edward Gemayel, le chef de mission du Fonds monétaire international. Il s'est exprimé ce jeudi à l'issue d'une visite de 2 semaines pour discuter de la reprise d'un programme de prêt de l'institution internationale. Le cas du Sénégal, avec une dette cachée de cette importance, est inédit, a-t-il reconnu auprès de RFI en faisant référence à la dette accumulée entre 2019 et 2024 par le Sénégal, une dette de près de 7 milliards de dollars sous l'administration Sall. Et c'est ce qui complique les choses, dit Edward Gemayel, une façon de justifier que les discussions entamées en août dernier avec le Sénégal prennent du temps et vont devoir se poursuivre à distance dès la semaine prochaine. Assurance donc du Fonds monétaire international qui se dit toutefois engagé à aboutir à un nouvel accord de prêt rapidement. De l'économie, nous passons à la santé avec le service des maladies infectieuses et tropicales qui a lancé ce matin un manuel de procédure. Ce document à portée multidimensionnelle est qualifié de révolutionnaire par le docteur Samba Korsar, du cabinet du ministre de la Santé. Lors de la cérémonie de lancement, le SMIT a officiellement réceptionné sa bibliothèque ainsi que des étudiants et a également plutôt primé des étudiants qui se sont spécialisés. Pour plus de détails, je vous propose de suivre tout de suite ce reportage de Pape Djibril Gueye. Le service des maladies infectieuses et tropicales se dote désormais d'un manuel de procédure. Ce document de référence ambitionne d'améliorer la santé des populations. C'est un document qui a des intérêts multiformes sur lesquels peut-être il ne serait pas très adéquat de développer, mais je pense que M. le directeur de cabinet a largement expliqué l'importance de ce document qu'il a même qualifié de révolutionnaire. Ce support va également outiller davantage les professionnels de santé pour plus d'efficacité dans leur travail. Pour ce travail, le SMIT a la noble ambition de mettre à la disposition des professionnels de santé un référentiel à travers des protocoles standardisés et harmonisés qui va leur permettre de prendre en charge les pathologies infectieuses dans les meilleures conditions de sécurité, mais également d'efficacité. Selon le docteur Seydi, ce manuel de procédure sera appliqué et ne sera pas entravé par un manque de suivi. C'est malheureusement
là où le bas blesse le plus souvent au Sénégal, on fait de gros textes et on range dans les tiroirs. Nous, ce n'est pas notre cas. Tout ce que nous avons écrit, nous sommes en train de l'appliquer et nous irons plus loin, Inch'Allah. Parfois, des blocages peuvent survenir, par exemple, du fait de manque de moyens. Madame la directrice l'a dit, le problème de maintenance est énorme. Lors de cette cérémonie de lancement, il était également question de réceptionner officiellement la bibliothèque du service des maladies infectieuses et tropicales. Les étudiants les plus brillants en spécialisation venus de divers horizons sont aussi récompensés dans cette journée. Le comité régional de gestion des épidémies de Saint-Louis a confirmé une tendance baissière du nombre de cas d'infection de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. La maladie recule donc dans la région de Saint-Louis. Confirmation faite par le gouverneur de la région, Alassane Sall. L'autorité régionale a révélé que la sensibilisation menée sur le terrain avait porté ses fruits. Il demande toutefois à tous les Saint-Louisiens de ne pas baisser les bras. Nous l'écoutons, il est avec Ousseynou Diop. Cette rencontre-ci, nous avons donc constaté la tendance baissière sur les infections, constatée depuis notre dernière réunion. Alors la courbe donc suit une tendance très favorable, extrêmement satisfaisante. Alors cela est le fruit du travail de sensibilisation. Du travail de communication, mais également de la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour contrer cette propagation de la maladie, pour faire adopter aux populations des réflexes de prévention, mais surtout pour insister davantage sur la sensibilisation à travers des opérations de saupoudrage, mais également la sensibilisation à travers des opérations de vaccination du bétail. Et puis, le Sénégal a officiellement lancé la concertation nationale pour la mise en place d'un système national intégré de couverture du risque maladie. L'atelier présidé par le ministre de la Famille vise à mettre fin à la fragmentation actuelle des régimes de CMU, de la couverture maladie universelle, afin d'assurer à tous les citoyens un accès équitable et pérenne à des soins de qualité en mutualisant mieux les risques et les ressources. Nous écoutons tout de suite Youssouf Djité. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'Action sociale et des Solidarités. Il nous en dit plus au micro de Al-Hassan Baye Modou Diop. Le constat en est qu'on a plusieurs systèmes fragmentés en matière de couverture sanitaire. Donc aujourd'hui, il y a un régime pour les fonctionnaires, il y a un régime pour les travailleurs du secteur privé, mais aussi il y a un régime pour les travailleurs du secteur informel. Donc l'objectif recherché, c'est de créer des types de relations pour avoir vraiment un système intégré où vraiment tous les systèmes peuvent se retrouver, soit du point de vue relationnel, soit du point de vue financier, ou même peut-être trouver un système de caisse unique, mais tout dépendra des travaux ou des conclusions qui vont ressortir de cet atelier, qui vont nous formuler des propositions afin d'avoir un système intégré beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace et cohérent et harmonieux qui va prendre en compte l'ensemble des populations sénégalaises. Je tiens à vous préciser que durant ce mois d'octobre, nous avons eu à faire le lancement des adhésions systématiques pour la couverture sanitaire universelle des travailleurs qui évoluent dans le secteur informel. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans le secteur informel ne sont pas laissés en rade. Et actuellement, il y a une vaste politique d'enrôlement des travailleurs qui sont dans le secteur informel. Donc aussi bien les marchands ambulants que tous les travailleurs du secteur informel seront intégrés dans le système de la couverture sanitaire universelle. C'est officiel, la presse entre en résistance. Les professionnels des médias ont sonné la mobilisation ce matin en créant le Front pour la défense de la liberté de la presse. Cette union est lancée pour dénoncer et faire face au régime en place, accusé de mépriser de plus en plus la profession et d'en bafouer les droits fondamentaux. Nous écoutons tout de suite Ibrahim Ali Safaï et Alassane Samba Diop, membre du Front. Je rappelle ici des épisodes Karakambel, des épisodes de 2004 et bien d'autres. Et il y a toujours eu l'unité autour
les principes sacro-saints de cette profession-là. Et juste pour dire qu'il y a des discours parfois qu'il faut occulter, qu'il ne faut même pas entendre, parce que les gens qui le disent essaient un peu de nous diviser, essaient d'avoir des scissions, des fractures en notre sein pour pouvoir mener leur campagne diabolique, pour pouvoir en tout cas déstructurer cette profession-là. Et c'est dans l'unité que nous avions pu avoir un code de la presse. Aujourd'hui, on est en train de prêter le flanc pour des intérêts bassement matériels. Et donc, moi, je pense qu'on doit se reprendre. Et si vous laissez ce métier sombrer, c'est que vous n'êtes pas digne d'être journaliste, digne d'être père de famille, parce que chacun d'entre nous, c'est avec son métier qui nourrit sa famille. Vous ne pouvez pas accepter qu'on mette votre métier à terre, que vous piétinez et que vous ne vous défendiez pas. C'est inacceptable. Je pense que c'est important que chacun d'entre vous le comprenne. Si vous pensez que chacun peut aller isolément régler ses problèmes, vous vous trompez lourdement. En 2007, Abdoulaye Wade avait créé plus de 50 journaux au Sénégal. Il est Midi, Messager, Kibar FM, Partout Express FM, a pris des fréquences, a donné ça à tous les hommes politiques du Sénégal. Où sont ces médias aujourd'hui? Où sont ceux qui étaient là-bas aujourd'hui? Donc il faut comprendre que chaque pouvoir, chaque régime qui vient, voudra faire taire des voix qui sont discordantes. Je ne pense pas que ce sont aujourd'hui les influenceurs qui peuvent vous remplacer. C'est votre métier. Par contre, nous devons investir, nous les digitales, faire du contenu de qualité pour mettre hors d'état de nuire ces influenceurs qui prennent vos contrats. Et l'aide à la presse dont on parle, c'est voté par l'Assemblée nationale, c'est un droit. Et puis sachez que Reporters sans frontières a condamné la coupure injustifiée du signal des chaînes privées 7TV et TFM sur la TNT, une coupure intervenue entre le 28 octobre et le 6 novembre. L'organisation dénonce une décision prise dans une opacité totale qui constitue, selon elle, une atteinte grave à la liberté de la presse et au droit du public à l'information. Reporters sans frontières exhorte les autorités sénégalaises à établir les responsabilités, à rendre des comptes et à prévenir toute récidive de ce type d'acte. Vous l'avez certainement remarqué, le marché automobile sénégalais connaît un tournant majeur. Le gouvernement vient d'adopter le décret numéro 2025-1752, un décret interdisant désormais l'importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs usagés sur l'ensemble du territoire national. Une décision qui concerne notamment les véhicules de tourisme et les utilitaires de moins de 3,5 tonnes âgés de plus de 10 ans. Mais la mesure provoque déjà des réactions dans le secteur. Et pour cause, les concessionnaires dénoncent une décision brutale, réclamant d'autres méthodes pour réguler le marché. Sur le terrain, la polémique, elle, enfle. Entre inquiétude des usagers et critique des professionnels, eh bien, le débat est ouvert. Reportage Habib Faye. Avec le décret numéro 2025-1752, l'importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs usagés est désormais interdite sur l'ensemble du territoire. Une décision qui ne passe pas chez les concessionnaires automobiles. Cela n'avantage pas les clients et n'annonce rien de bon pour le marché. Par exemple, je vends actuellement cette voiture de 2015 à 4 millions. Si c'est le type de véhicule qu'ils importent, ils risquent de le proposer à 7 millions. Selon eux, d'autres méthodes auraient pu être mises en place pour réguler le marché. Même le dédouanement va coûter cher. Beaucoup penseront que les véhicules de 2015 sont bon marché. Mais il y a un piège. Pour une voiture qu'on paie 2 millions, le dédouanement fait passer le coût à 2,5 millions. L'État, pour sa part, assure que cette mesure vise à faciliter les démarches aux usagers et à améliorer la sécurité routière. Non, l'État s'est trompé dans son approche. Ce qu'il aurait dû faire, c'est interdire uniquement les véhicules âgés de 40 ans et plus de passer la visite technique et les placer à la fourrière pour désengorger les routes. Entre les concessionnaires qui dénoncent une décision brutale et l'État qui campe sur sa position, le débat sur l'avenir du marché automobile au Sénégal reste ouvert.
Axé sur la sécurisation et la fluidification des corridors, une convention stratégique vient d'être signée entre le Conseil sénégalais des chargeurs et l'AGEROUTE. Elle confie ainsi au COSEC l'exploitation de la nouvelle gare des gros porteurs de Kidira, une infrastructure clé sur l'axe Dakar-Bamako. L'objectif est d'optimiser les flux pour booster la performance, mais aussi la compétitivité de la logistique nationale. Nous écoutons à ce titre Ndairo Khaya Cham, directrice générale du COSEC, au micro de Al-Hassan Baïmodou Diop. Le Conseil sénégalais des chargeurs, bras technique de l'État dans la régulation et l'appui au secteur du transport maritime et logistique, franchit aujourd'hui une étape historique. Nous posons le premier acte symbolique d'un projet structurant. La gare de gros porteurs de Kidira, un investissement de 4 milliards de francs CFA environ sur 15 hectares au cœur d'un des corridors les plus stratégiques de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le corridor Est Dakar-Bamako, mais pas que, c'est également Dakar-Ouagadougou et Dakar-Niamey. Notre institution confirme ainsi sa détermination à participer activement à la modernisation des corridors de transport et à la fluidification du transport et du commerce sous-régional, notamment sur l'axe Est. Kidira, comme nous le savons, est bien plus qu'un poste frontalier. C'est le poumon logistique qui relie le port autonome de Dakar à l'Interland, le Mali, le Burkina, le Niger. Ainsi, chaque jour, des centaines de camions y transitent, transportent des marchandises, du carburant, des denrées alimentaires, rêves d'entrepreneurs et espoirs de familles. Cette gare moderne offrira un espace de stationnement sécurisé, pouvant accueillir jusqu'à 600 camions, un centre de services logistiques intégré, un espace de repos digne pour les chauffeurs et des zones administratives permettant de regrouper sur un même site les acteurs publics et privés intervenant sur le corridor. À Djakhaï, les propriétaires du titre foncier 1393R interpellent une nouvelle fois les autorités judiciaires afin que leur dossier soit définitivement jugé ce 6 octobre. Ils dénoncent les multiples renvois de cette affaire devant le tribunal de Dakar. Selon ses habitants et bien des promoteurs, selon ses propriétaires plutôt, des promoteurs tentent de s'accaparer leur terrain estimé à plus de 2 hectares. Emmanuel Nian porte leur parole. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Ba et d'Ousmane Baldi. 2018, donc on est sur le terrain. Donc il y a des gens qui sont venus et qui se sont dit que le terrain leur appartient. Et là, nous sommes en train de vraiment d'œuvrer pour que le propriétaire retrouve ses terres. Voilà. Depuis lors, donc, on a déposé le dossier et là, il y a une inertie totale. Donc, il paraîtrait que le dossier est en instance et qu'il sera jugé incessamment. Et c'est à cause de cela que nous voulons encore venir dénoncer en tout cas cette expropriation terrestre qu'il y a au niveau de ce site-là. Depuis lors, c'est des renvois. Depuis 2018, c'est des renvois. À chaque fois que le dossier est en instance, il est renvoyé. Nous, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on a saisi nos avocats, mais à chaque fois, ils nous disent que le dossier est renvoyé. Actuellement, on veut que justice soit faite. Nous avons en détention tous les papiers nécessaires pour prouver à la justice que ce terrain a été exproprié. Mais malheureusement, je ne dirais pas que la justice ne fait pas son travail, mais la justice est très lente dans ses décisions. Le dossier qui est en instance, en justice, et qui a été, je veux dire, qui a été reporté plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a des mains derrière qui sont en train de tirer la ficelle pour que cela dure, en fait, pour permettre peut-être à ces gens qui ont exproprié d'avoir le temps nécessaire de régler leurs problèmes pour prendre le terrain. Une journée pour la préservation du lac de Guière a été organisée à Ngit. Le but est d'améliorer le secteur de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Ngit. Les défis économiques et environnementaux sont multiples pour préserver cette ressource qui approvisionne plusieurs villes du Sénégal, mais qui demeure très menacée. Alors pour mieux transférer l'eau vers Touba et dans d'autres localités, eh bien, le maire de Ngit souhaite que le lac soit davantage protégé et renforcé par l'État du Sénégal. Ousseynou Diop, Habib Seck, reportage. Acteurs de développement et société civile ont discuté sur les défis et enjeux économiques, sociaux et environnementaux du lac de Guière. Ils ont discuté sur les grands projets de l'État du Sénégal qui risquent d'impacter sur le lac de Guière avec des conséquences néfastes sur la pêche et la biodiversité. À haut niveau, tout le monde sait que le remplissage du lac et les travaux qu'on doit faire autour du lac, ça a un impact sur la pêche
et sur la biodiversité. La préservation du lac, c'est du ressort de l'État. Donc l'État doit venir en appui à ces cultures locales. Le lac de Guiers va alimenter la ville de Touba avec les grands projets de l'eau annoncés par le gouvernement sénégalais. Pour le maire de Gnick, cette ressource naturelle doit être protégée par l'État sénégalais. Il faut tout faire pour préserver le lac de Guiers. Il faut aussi protéger la population de la commune de Gnick parce qu'actuellement, le lac est trop menacé. Le lac de Guiers est une ressource importante pour la région nord et d'autres villes du pays. Pour l'ONG ADOS, la journée a permis de discuter des enjeux socio-économiques du lac de Guiers pour aider les communautés qui vivent autour du lac. Aujourd'hui, on sait que c'est une ressource très importante qui a une place très stratégique dans la vie des populations. Mais aussi, nous savons qu'avec les changements climatiques, il y a lieu aujourd'hui de porter ce combat. La société civile, les paysans et éleveurs ont tous répondu présents à cette journée dédiée à la préservation du lac de Guiers. Les acteurs ont promis de redoubler d'efforts pour préserver cette ressource. Il a fait face à la presse, l'ambassadeur du Soudan au Sénégal, pour parler du génocide perpétré dans la ville d'Al-Flasher par la milice terroriste des forces de soutien rapide, la FSR, Abdelhamid Al-Naïm Abdallah. Selon Abdelhamid Al-Naïm, les milices dénoncent l'ingérence des Émirats arabes unis dans les problèmes du Soudan en soutenant cette milice, une milice qui, je rappelle, a refusé d'intégrer l'armée soudanaise. Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidian l'ont rencontré. Compte rendu. Il est inquiet pour son pays. Le Soudan, qui vit actuellement une situation difficile avec le génocide perpétré par la milice terroriste des forces de soutien rapide sous le mutisme de la communauté internationale. Malheureusement, le deuxième génocide qui se produit en Afrique, sous le regard du monde entier, à la connaissance des Nations Unies, des organisations internationales, organisations régionales et la communauté internationale. Abdelghani Awad Al-Karim Abdallah, l'ambassadeur du Soudan au Sénégal, dénonce l'ingérence des Émirats arabes unis dans la politique intérieure du Soudan. Selon lui, ces pays fournissent des armes à ces milices. Face à une invasion coloniale étrangère menée par une milice terroriste, armée et financée par les autorités des Émirats arabes unis, qui ont fait venir des mercenaires, même jusqu'à la République de Colombie et d'autres pays. Ces milices, rappelle l'ambassadeur, ont toujours été sollicitées pour réintégrer l'armée soudanaise, chose qu'elles ont toujours refusée. Le changement survenu au Soudan en 2019. Le gouvernement transitoire a décidé d'intégrer les forces paramilitaires FRS dans l'armée nationale. Mais FSR a refusé la proposition en demandant 25 ans. Il a obtenu de grandes parties, mais malheureusement, ils ont essayé de faire un coup d'État le 15 avril 2023. En tout cas, fait savoir l'ambassadeur, les Soudanais n'accepteront pas que leurs ressources soient volées. Les Soudanais n'accepteront jamais un gouvernement qui leur serait imposé de l'extérieur. Et nous ne permettons pas que nos ressources soient volées. Une paix définitive dans son pays, l'ambassadeur du Soudan au Sénégal demande à ses milices de déposer des armes et de cesser de s'en prendre aux civils, qui du moins n'ont rien fait pour mériter ce sort. Actualité sportive, elle démarre naturellement avec du football et l'équipe du Sénégal qui s'est imposée 1-0 ce jeudi à Doha au Qatar face au Costa Rica pour son deuxième match de la Coupe du Monde U17. Al-Wali Kamara a marqué l'unique but de la rencontre. Les Lionceaux sénégalais joueront leur dernier match de groupe. Ce sera dimanche contre les Émirats arabes unis. Une victoire permettrait au Sénégal de se qualifier pour le prochain tour. La Fédération sénégalaise de football a publié ce jeudi la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour les 2 prochains matchs du Sénégal. Le Sénégal qui affrontera d'abord le Brésil le 15 novembre avant de croiser le Kenya. Ce sera le 18 novembre 2025. Compte rendu, cher Salé Boutiara. Une liste marquée par le retour de Rassoul Ndiaye et Hassan Diao, absents lors du dernier regroupement.
Le staff technique a aussi décidé d'intégrer Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr, 2 jeunes binationaux récemment engagés à défendre les couleurs du Sénégal. En revanche, Krépin Diatta est forfait, blessé lors de son dernier match avec Monaco. Un coup dur pour le défenseur sénégalais, mais une opportunité pour d'autres de s'illustrer. Au total, 26 joueurs convoqués avec un savant mélange d'expérience et de jeunesse pour préparer ces 2 tests internationaux de haut niveau. Pape Thiaw, sélectionneur, salue le choix fort d'Ibrahima Mbaye. Donc voilà, il fallait se déplacer et rencontrer ses parents parce que nous, au Sénégal, on sait qu'on a des valeurs, on a des coutumes, nos parents sont très importants. Donc il fallait rencontrer sa famille et discuter avec eux et leur présenter le projet. Une tanière en construction tournée vers l'avenir, mais toujours avec la même ambition, représenter dignement le Sénégal sur la scène internationale. Allez, on parle de Malick Thiaw, désormais joueur dans l'équipe allemande, alors que Pape Thiaw avait récemment évoqué son avenir en conférence de presse, laissant entrevoir une possible sélection en équipe nationale du Sénégal. Voilà que Malick Thiaw a finalement été convoqué par l'Allemagne pour les matchs du mois de novembre, une convocation qui confirme le choix du défenseur central de poursuivre avec la Mannschaft au grandin de ceux qui espéraient le voir rejoindre la tanière. Et puis sachez que c'est une information donc de la presse étrangère et selon cette même presse, eh bien c'est une grosse prise pour le Sénégal, laquelle est bien celle du jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahima Mbaye. Il a 17 ans et il aurait décidé de défendre les couleurs du Sénégal, le pays d'origine de son père, plutôt que celle de la France, dont il a porté le maillot dans toutes les sélections de jeunes. Un choix fort, celui d'un champion d'Europe 2024 avec le PSG, séduit par le projet ambitieux de la Fédération sénégalaise de football. Il devrait d'ailleurs figurer dans la prochaine liste des Lions pour le match amical face au Brésil le 15 novembre prochain à Londres et son portrait nous est dressé par Mamadou Ndiaye. Il n'a que 17 ans, mais son palmarès parle déjà pour lui. Ibrahima Mbaye, ailier du Paris Saint-Germain, incarne la nouvelle génération de talents binationaux qui choisissent désormais de défendre les couleurs de leurs origines. Formé à Versailles, puis au centre de formation du Paris Saint-Germain dès 2018, Mbaye a gravi les échelons un à un. Des U17 au U19 puis au U21 avant d'intégrer définitivement le groupe professionnel. Explosif, tonique et capable d'évoluer aussi à droite qu'à gauche, il impressionne par sa maturité et son volume de jeu. Cette saison, il a remporté la Ligue des Champions en 2024 avec le Paris Saint-Germain après avoir déjà soulevé la Coupe de France et le titre de champion de France U19. À seulement 16 ans et demi, il devenait d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer un match officiel avec les pros. Mais c'est son choix fort qui fait aujourd'hui l'actualité. Ibrahima Mbaye a décidé de jouer pour le Sénégal, le pays de son père, plutôt que pour la France qu'il a représenté dans toutes les sélections de jeunes. Une grosse prise pour la Fédération sénégalaise de football qui voit là un symbole de son projet ambitieux déjà tourné vers la Coupe du Monde. Séduit par la vision du sélectionneur Pape Thiaw, Mbaye a pris seul sa décision. Il devrait figurer dans la prochaine liste des Lions pour le prestigieux match amical face au Brésil prévu le 15 novembre prochain à Londres. Allez, nous quittons le gazon vert pour les parquets. C'est naturellement pour parler de basketball avec le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des clubs. La SC Ville de Dakar veut gagner son ticket pour la compétition au Caire. L'équipe de la capitale va regagner Praia grâce à l'appui de la Ville de Dakar et de la Fédération sénégalaise de basketball. Le maire a apporté son soutien au club et compte les accompagner. Le président, la Fédé, lui, veut faire mieux que la précédente compétition avec une médaille au finish. Et le compte rendu est signé par Faraning. Depuis une semaine, pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des clubs, l'AS Ville de Dakar reçoit le soutien de la municipalité de Dakar pour une brillante représentation du Sénégal. Au-delà de la ville de Dakar, vous représentez tout un pays. Le drapeau du Sénégal qui va flotter là-bas à Praia. À chaque fois que vous verrez ce drapeau flotter, sachez qu'il y a des millions de Sénégalais qui vous regardent et qui comptent sur vous. Et je sais que vous allez défendre les couleurs du Sénégal, mais je sais aussi que vous allez défendre les couleurs de la ville de Dakar. Au nom du conseil municipal,
Et au nom de toute la population dakaroise, je vous souhaite bonne chance. Sans rival dans le basketball sénégalais depuis quelques saisons, les champions du Sénégal comptent repartir à la conquête de l'Afrique. Donc si nous pouvons faire tout ça, c'est grâce quand même à l'appui de la ville. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois, je le dis, nous remercions le conseil municipal, nous remercions le maire, donc et défendre les couleurs, au-delà des couleurs de Dakar, les couleurs du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la 3e participation de l'ASC Ville de Dakar au niveau du championnat d'Afrique des clubs chez les filles. Les garçons en avril aussi. La grande attente, c'est même de voir l'ASC Ville de Dakar s'imposer en Coupe d'Afrique après avoir échoué au pied du podium la saison dernière. Et que toute la nation sénégalaise, y compris la Fédération sénégalaise de basket, est derrière vous pour vous soutenir, pour vous permettre de vous qualifier d'abord et aller ensuite au Caire. Dans la vie, rien ne se décrète, il faut y aller mollo mollo. Vous avez fait une première participation, voilà, vous étiez, je pense, 8e ou 9e si je ne me trompe pas. La dernière fois, vous étiez 4e. Donc il y a un progrès qui est en train d'être fait. Maintenant, vous pouvez déjà avoir comme ambition de monter sur le podium et de gagner. La première étape pour les joueuses de Khadim Femmes, c'est de passer l'obstacle du tournoi qualificatif à Preya du 11 au 14 novembre prochain pour voir Caire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et restez avec nous. Tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info.